ce qu'on appelle les conflits d'armes. Dans la conjoncture actuelle, 70% des grands médias de consensus, des vecteurs internationaux qui ont un effet levier sur l'opinion, sont situés dans l'hémisphère nord et 30% dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire sur les 6 milliards de personnes de la planète, 5 milliards qui sont dans le sud disposent de 30% de moyens de communication et 1 milliard dispose de 70% des vecteurs. Deuxième considération. Il existe une unité de mesure, comme vous avez le mètre, l'euro, il y a une unité de mesure des médias qui s'appelle l'unité de bruit médiatique. Les 3 pays au monde qui consomment le plus, c'est-à-dire on en parle de jour ou de nuit, dans le courant quotidien, dans les informations, dans la vie de tous les jours, dans la consommation, les 3 personnes qui détiennent le monopole de l'unité de bruit médiatique dans le monde sont les États-Unis, c'est quand même une des grosses productions intellectuelles et militaires et économiques de la planète. La Chine, c'est quand même 1,5 milliard de population. Et Israël, qui est 5 millions de personnes. Les 3 premiers au classement de la consommation de l'unité de bruit médiatique sont ces 3 pays. Donc, il y a une disproportion dans les rapports de force entre le Nord et le Sud, surtout lorsqu'il s'agit de grandes expéditions de type colonial ou paracolonial. Il s'ensuit un conditionnement de l'opinion par la circulation circulaire de l'information. Vous êtes là, prenons un exemple, mais sans critiquer. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Christophe Barbier. Il est commentateur vedette de iTélé le matin, il a son blog à midi, il fait une vidéo, il est éditorialiste de l'Express et il est intervenant sur d'autres sites dans les débats conjugaux. Il parle 4 fois par jour. Il reproduit le même schéma mental. Et c'est repris, et Barbier a dit, et c'est repris dans un journal, et c'est repris dans une autre agence. Et alors on critique Barbier, mais c'est tout qui est par rapport à Barbier. J'en parlerai d'autres comme ça. Il y a une circulation circulaire de l'information autour de l'émetteur de l'information, qui a son propre vocabulaire, je vais vous donner quelques exemples, et qui peut donc, il a un rôle prescripteur dans l'opinion. Quand il dit, toi tu es bon, quand toi tu es négationniste ou nihiliste, tu es interdit d'accès à l'antenne du fait même de ce rôle prescripteur détenu par le monopole de l'information d'une classe, d'une corporation politico-médiatique. Monopolisant à 70% l'information, il peut vous irriguer d'informations par une surinformation, vous donner de fausses informations, de sorte que vous arrivez à une désinformation, et vous ne savez plus par quel sein vous louez, comme on dit, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de désorientation. Ce sont des stratégies établi à l'avance. Quand il y a une guerre, avant la guerre, 10 ans avant, on commence à faire les guerres. Je vais être bref. La Syrie était dans la seringue dès le jour de l'invasion de l'Irak. On a envahi l'Irak et on a voté au Congrès américain ce qu'on appelle la Syrian Accountability Act. C'est-à-dire, la Syrie doit rendre compte de tous ses actes, quoi qu'il arrive. Tu acceptes des réfugiés, c'est mauvais. Il fallait les imposer. Donc, il y a le compte à rebours. On te met dans une seringue et on attend le moment pour t'expliquer. César, c'était juste un petit propos sur les stratégies d'information. Le hasard de la vie a voulu que je sois un journaliste de terrain et donc j'ai eu accès avec des responsabilités. Vous m'intéresserez après les questions, parce que j'ai un autre raisonnement. Donc il y a un phénomène de désorientation dont ils ont le monopole. Le contre-pouvoir critique est infiniment minorité. Vous devez aller le chercher ailleurs. Vous arrivez de la maison fatigué, il y a un problème. Papa est au chômage et tout, vous ouvrez la télé, vous mangez un peu, on vous applaudit. Ah, les photos, mais quelles photos? Qui viennent? Comment elles viennent? La chute de Tripoli, par exemple, en Libye, elle a été reconstruite dans le studio d'Al Jazeera 2 semaines avant, on l'a refaite la scène là-bas, et quand c'est tombé, les gens ont accéléré la chute. Je ne dis pas ça, je ne défends aucune dictature. Donc, ça c'est le cadre, le prologue au niveau média. Nous sommes dans une société d'information. Deuxièmement, pourquoi la Syrie? Je ne parle pas des raisons stratégiques. Le 15 janvier, Ben Ali a sauté. Le 25 janvier, les émeutes ont commencé en Égypte. Le 15 janvier, Ben Ali saute.
Le 10 février, Moubarak saute. Quiconque a épousé cette période contemporaine sait que l'Égypte et la Tunisie étaient les deux piliers de l'Union pour la Méditerranée, le projet sarkozyste qui consistait à faire collaborer Arabes et Israéliens sans traité de paix contre l'Iran. Je répète, le 15 janvier, Ben Ali a sauté, le 10 février, Moubarak a sauté, le 14 février, demain, Bahreïn se mettait en révolte, il y a 3 ans. Vous n'avez jamais entendu parler de Bahreïn? Oui, j'en ai entendu. Majorité chiite, oui. Demain, sur mon blog, vous aurez comme mes grands papiers d'ensemble qui sera Pourquoi les Occidentaux s'y tiennent donc, pas? à partir du moment où on était à Bahreïn commençait à flamber, Bahreïn, c'est pas rien. Bahreïn, c'est dans le Golfe, pétromonarchique. Elle abrite une grande base navale américaine, celle de l'océan Indien, c'est ce qu'on appelle la base de la 5e flotte. Troisièmement, c'est comme le schéma irakien, c'est une grande majorité de chiites, 80% de la population gouvernée par une dynastie sunnite. C'est quoi cette différence-là? Pourquoi il y a toujours les sunnites qui commandent? Parce que le colonialisme britannique, avant de quitter, il a considéré que l'islam sunnite était la religion majoritaire dans le monde arabe et qu'il importait de confier la gestion du monde arabe à l'islam sunnite, à charge pour lui de mener l'ensemble de la population arabe, qu'elle soit sunnite ou chiite ou alaouite, Maghreb, Mashrek, chrétiens, musulmans, vers le haut et non pas par les tirer vers le bas. Donc, à partir du moment où, le 14 février, la révolution arrivait sur les rives inflammables du Golfe, il y a eu une alerte des pétromonarchies et des intérêts stratégiques de l'Occident. À ce moment-là, il y a eu un basculement stratégique. Al Jazeera a cessé d'être un rôle prescripteur de l'hémisphère sud à destination du monde arabe. Ça a été un lanceur d'alerte des menées atlantistes contre le monde arabe. 14 février, Bahreïn s'allume. Le 17 février, Benghazi commençait avec BHL. Je dois vous donner un conseil. BHL. Pardon? Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. Oui. Il a failli ne pas avoir lieu par rapport à cet événement. Mais ça, c'est un détail, il y a d'autres choses plus graves. On en arrive à là. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc, on a allumé la mèche à Benghazi. Moi, Kadhafi, j'ai écrit 2 livres critiques sur lui et j'ai eu des relations très tendues. C'est pas là. Mais c'est curieux qu'on ait commencé à l'initiative de BHL. Or, BHL, c'est le porte-oriflamme de la stratégie médiatique israélienne sur l'ensemble du théâtre européen. Tu ne peux pas être la meilleure façon de te positionner dans la vie. Où est-ce qu'il est BHL? Tu te mets à l'opposé. Tu es bon. Tu es dans le bon camp. Tu es dans le bon camp. La Libye a sinistré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a retourné, basculé la révolution, qui était déjà à Bahreïn, il y avait un mécontentement au peuple, vers les rives de la Méditerranée. C'est par hasard. Le monde arabe est divisé en deux. Le Golfe, 20% de la population arabe, 80% des richesses du monde arabe. Le pourtour méditerranéen, c'est 80% de la population. Et ça aussi, c'est une zone de pénurie. Tout le monde n'a pas le pétrole. La Syrie avant la découverte, le Liban, l'Égypte, 80 millions de personnes. Le Soudan, le Maroc, tout ça, ils sont. Donc on a fait basculer vers ça. Ça répondait à d'autres besoins. Je parle de certaines considérations pédagogiques, indépendamment du critère, du curseur BHL, toujours à l'opposé. Toujours à l'opposé. Vous êtes gagnant. Deuxièmement, il y a des erreurs de pédagogie politique. Même avec 80% des médias mondiaux, on ne peut pas faire l'âne, parce qu'à partir de ce moment-là, ça se découvre. Il y a le principe de base d'une personne issue du tiers-monde et de leurs sympathisants. Il n'appartient pas aux anciennes puissances coloniales de dicter le système politique de leurs anciennes colonies. Tu ne peux pas. Tu as mené une guerre d'indépendance, tu ne peux pas leur dire, bien monsieur, encore. Déjà qu'entre-temps en Afrique, on les ponctionnait avec les djembés et les malades. C'est anormal. Et il n'appartient pas, c'est une règle de base. Si j'ai quelques messages à vous donner, c'est ça. Il n'appartient pas aux anciennes puissances coloniales de dicter le système politique de leurs anciennes colonies. Ce qui veut dire, à contrario, que ces anciens colonisés sont encore acculturés et sous tutelle. Donc ils n'ont jamais été indépendants, ils ne méritent pas leur indépendance. Les Arabes, ou les Africains, parce que quand même, on
50 ans d'indépendance en Afrique, on a eu 43 interventions françaises. Ça fait beaucoup. Les Arabes, les Africains, le tiers-monde doivent prendre en main leur propre destin. Ouais. Le recours à l'ancien colonisateur rend obsolète toute accusation de croisade. Ça fait des années qu'on dit « Ah, il y a une croisade occidentale contre ça ». Mais c'est vous, c'est Qaradawi qui demande à l'Amérique de bombarder la Syrie. C'est Qaradawi qui demande à quel que soit le dictateur, c'est à nous à régler ça. Pas on n'est pas sous tutelle éternellement. On doit aussi apporter la preuve et payer le prix, engager des combats, les démocrates, partout. C'est ce qui devait se passer en Syrie, on a été court-circuité. La lutte contre les dictatures doit se faire d'une manière globale et non sélective. Bachar est une dictature dans l'optique occidentale, soit il y a une dynastie républicaine en Syrie, soit. Mais toi, la France, tu ne peux pas demander ça et par la même occasion organiser une fraude électorale pour permettre à Ali Bongo de succéder à son père. Et Kabila de succéder à son père. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La lutte contre les dictatures doit se faire d'une manière globale. J'ai toujours dit, je peux condamner la dictature syrienne, accorde d'abord la même phrase, la dictature saoudienne. Je ne fais pas du comparatif, mais en Syrie, les gens peuvent circuler sans, les femmes peuvent conduire leur voiture, aller voir. Non, je veux pas, il y a tout un débat. Il y a une vérité qui vous échappe. Le monde arabe actuellement est otage des pétromonarchies. C'est grave. On ne vous le dira jamais dans les montées de consensus. Vous avez 6 pétromonarchies du Golfe. Dans chacune, il y a une base militaire. Lorsque le mufti de la République dit qu'il faut démolir les églises dans la pétromonarchie, moi j'ai fait beaucoup de reportages là-bas, parce que ça altère la qualité arabe et musulmane de la population, je dois lui dire d'abord, il n'y a pas une colonisation occidentale des pétromonarchies, il n'y avait que le monde. Les congrégations religieuses, il y en a 6 dans chaque pays, ont été faites à la demande des principautés pour qu'on éduque que les religieuses libanaises éduquent la bonne bourgeoisie princière. Parce que moi, je suis de naissance ou d'origine chrétienne, encore que je sois laïque et tout. Je serais le premier à démolir une église. Si d'abord on débarrassait des bases occidentales militaires qui sont là-bas, qui verrouillent l'indépendance de ces pays. Il y en a 7. Il y en a 7. Ensuite, je veux bien démolir ces églises, mais pense aussi, toi tu es là-bas dans ton Côte d'Ivoire, qu'il y a 4000 mosquées en Europe. Dans l'Union européenne, il y a 4000 lieux de culte musulmans. Tu leur détruis un, dans l'ambiance de xénophobie là, ils vont te détruire 100 lieux de culte. Ils vont te flanquer une tête de cochon devant une mosquée. Ne t'étonne pas. Alors la démagogie, il faut y réfléchir, surtout quand on est le mufti de la République du Royaume, pas un soldat de bistrot qui a perdu aux courses. C'est le mufti du Royaume. Et ça, personne ne le rappelle alors. Ni Sarkozy, ni Hollande, ni les autres. Donc, vous avez 6 pétromonarchies sur les 20 pays arabes, on peut les compter ensemble. Ils ont décidé à la première émeute du Golfe d'adjoindre le Maroc et la Jordanie à la Confédération. Haït-Mel, ça fait 8. Et ensuite, vous avez Djibouti, grand pays redouté pour son indépendance. Grâce à lui, on a libéré 2 fois la Palestine, qui a 2 bases, une américaine et une française sur son territoire, la marque de son indépendance, et les Comores, encore plus fort, il est redouté, il terrorise la planète. Le Comore, c'est une confetti d'empire. Il y a 10 pays arabes qui font bloc, et ils peuvent expulser la Syrie, qui a fait 3 guerres contre Israël. Moi, je ne défends pas on peut aimer la France et détester Hollande, Sarkozy, Chirac. Bon. Pareil pour la Syrie, pareil pour la Tunisie. Je n'ai pas d'animosité à l'égard du pays. Je me revendique de l'ensemble du monde arabe. On ne peut pas. Il y a des monarchies conservatistes, régressives, les plus répressives du monde, pas faire jouer par le phénomène de la loi démocratique une majorité, alors qu'ils ont tous des bases américaines, ou françaises, ou occidentales, ou anglaises. Et ils sont... Deuxièmement, cette singularité, c'est qu'aucune de ces guerres, aucune de ces pays, je ne parle pas de la Jordanie et du Maroc, mais les pétromonarchies, ni le Comore, ni le Djibouti, aucun n'a participé au combat pour la libération de la Palestine. L'essentiel de l'effort a été tenu par la Syrie, par l'Égypte, par le Liban, un peu par la Jordanie, un peu par la Jordanie, un peu.
Alors qu'une confédération de 8 monarchies vote l'expulsion de la Syrie, un pays qui a voté, qui a mené des guerres de libération pour le compte des pays arabes, qu'on l'excuse de la Ligue arabe alors qu'il est le membre fondateur et que ces oiseaux des pétromonarchies sont arrivés à l'indépendance en 70, c'est-à-dire on avait déjà fait 3 guerres contre Israël. Et ils arrivent encore, on te choque. C'est quoi ça? Le pouvoir de l'argent n'a pas le monopole de la décision. Il faudrait peut-être réformer les structures de la Ligue arabe et faire de votes de pondération en fonction de leur contribution à la promotion et au développement et à l'écologie morale. J'aurais 2-3 notions. Malgré le battage médiatique, le bruit médiatique, les erreurs majeures de la diplomatie occidentale, mais ça, ils pêchent les Occidentaux par suffisance et arrogance, ça a été cette singularité que les chefs de l'opposition soient étymologiquement des mercenaires. J'ai souvenir, les chefs de l'opposition syrienne, comme ailleurs, c'était des nationaux français. Ils étaient d'origine syrienne, de nationalité française, et salariés de l'administration française, des profs d'université. Ok, toi, tu es français. Tu es en France, tu appelles à la guerre contre la Syrie. Qu'est-ce qu'on aurait dit en France si un Français, boursier de l'État français, parce que les 2 chefs de l'opposition étaient boursiers de l'État syrien, sont venus faire en France ici, si un Français, boursier de l'État français, avait fait des études d'arabe à Damas, et après il s'était accommodé avec Damas, il était devenu syro-français, non pas franco-syrien, et il aurait appelé à une guerre de libération contre la France. Tout le monde aurait dit c'est un agent. Un binational, il fait une fonction de passerelle entre 2 civilisations. Un interface, toi, Syrien, moi je suis d'origine syrienne, tu fais des bêtises, arrête. Français, moi je suis français, arrête. On trouve la solution. On ne prend pas un parti. Ou alors, tu veux prendre un parti? Tu es chef de l'opposition syrienne, tu démissionnes de la nationalité française. Tu renonces à ton salaire français. Tu vas partager la misère, l'exode. Aucun de ses opposants ne s'est exilé, ne s'est déplacé. Sa maison ne sont pas illustrées. Il touche encore des salaires de hauts fonctionnaires de l'administration française. Ça, c'était une erreur majeure. La fonction des binationaux, c'est de servir de passerelle et non pas de mercenaires. Ça a été une erreur stratégique majeure qui a dévoyé. Beaucoup de gens voulaient s'engager dans cette révolution quand ils avaient, surtout dans un pays nationaliste dont le territoire a été amputé par la France. Il y a un vif sentiment comme ça a-t-il retourné. Un des sujets majeurs de ce conflit, indépendamment de la rupture, de la verticale de la solidarité anti-hégémonique occidentale, en fait, il y avait, pour la première fois depuis 50 ans, il y avait l'Iran, l'Irak nouveau, démoli du code avec l'accord chiite, le pouvoir du fait américain et saoudien. C'est eux qui ont démoli Saddam, ce n'est pas les autres qui ont fait une guerre de libération. Vous aviez une verticale, l'Iran, la Turquie, la Syrie et le Sud-Liban avec Hezbollah, qui était une verticale qui menaçait l'hégémonie occidentale. Il a fallu la briser, donc on a voulu casser le maillon intermédiaire de la Syrie, pour 1000 raisons. Les Saoudiens pensent qu'ils sont les chefs de file de l'islam sunnite, mais par leur collusion avec l'Amérique et Israël, les grandes capitales de la conquête arabe des premiers temps de l'islam ne sont pas aux mains des sunnites. C'est l'échec patent de l'Arabie saoudite, quand on a une vision sectaire. Damas est aux mains des Alaouites, l'Irak est aux mains d'une coalition kurdo-chiite du fait des Bandar, Arabie saoudite et des Américains de Bush, son copain. Et Jérusalem est aux mains des Israéliens. Donc toi, tu es le grand parangon des sunnites et tu n'as rien fait. Tu es le meilleur allié des Américains, tu lui coupes le robinet, il va exiger Israël de faire des concessions. On n'aurait pas engagé pendant des années, 3 ans de guerre. Pendant ce temps-là, Israël a phagocyté l'ensemble de la Palestine. Et les choses vont se stabiliser. On va dire aux Arabes, on ne peut pas faire autrement, vous allez accepter la portion Congo de la Palestine. Ça, c'était une des opérations dérivatives de ce conflit. Parce que la guerre est une guerre aussi médiatique et de désorientation. Le problème du gaz. Là, le retournement du Qatar est arrivé à ce niveau. Je vais vous donner une série de liens de mon blog qui problématisent tout l'ensemble du conflit syrien. Il a été voir Assad, l'émir du Qatar, le précédent. Il lui a dit, voilà, j'aimerais pour des raisons d'économie faire passer les oléoducs et les gazoducs sur le territoire. Comme ça, de la Méditerranée va en Europe, ça fait baisser le prix
de vente du pétrole. Assad n'est pas un homme. La preuve, il a tenu 3 ans, alors que l'autre a sauté déjà. Et dit, c'est-à-dire que tu veux que je te fasse... En fait, pourquoi il voulait faire transiter par la Syrie? Parce que comme ça, on aurait contourné le détroit d'Ormuz, et si on avait attaqué l'Iran, l'Iran ne pouvait pas couler le détroit d'Ormuz, et donc elle aurait perdu sa portée stratégique. Et Assad a trouvé ça un peu délirant, cette histoire. Je fais passer le pétrole par là, je vais avoir quelques royalties, mais du coup, je prive mon allié principal d'un argument majeur, le détroit d'Ormuz, et le gaz du Qatar va concurrencer le gaz de Russie, le principal allié de la Syrie. Il tire 2 balles contre ses alliés et après on lui demande qu'il te suicide. Pourquoi on voulait faire passer ça? Pour le détroit d'Ormuz, je suis en train de condenser, pour le détroit d'Ormuz, pour éviter à l'Iran de pouvoir y pousser, et parce que les principaux fournisseurs de gaz de l'Europe occidentale sont 2 pays situés hors de l'OTAN. Les 2 principaux fournisseurs de gaz de l'Europe, c'est l'Algérie, on l'a plombé avec l'histoire, comme ça on dit, et la Russie, on l'a plombé avec l'histoire. On pensait, avec une guerre d'usure de l'Algérie par là et de la Russie par là, on aurait pu obtenir le ravitaillement de l'Europe et contourner, se passer du ravitaillement énergétique de l'Europe occidentale à les pays situés hors du champ de l'OTAN. Cette démocratie du Tomahawk, c'est ça, a libéré le djihadisme érotique. Je ne sais pas, plutôt que de se préoccuper de savoir si l'Afrique est entrée dans l'histoire, plutôt que de se préoccuper de savoir si l'Afrique est entrée dans l'histoire. Si j'étais un dirigeant français, je me préoccuperais davantage de savoir si la France n'est pas en train de sortir de l'histoire. Pardon.